bienvenue dans Radio Vestiaire. Avec Fine Sport, on déshabille les pros du fitness pour leur faire dire tout haut ce qui se dit tout bas. Carrière, salaire, loyer, conditions de travail, turnover, formation, développement d'entreprise, tous les sujets qui animent les coachs sportifs, les préparateurs physiques, les salles de sport, les personal trainers et par ricochet leurs clients, leurs adhérents, sont à l'affiche de cette série sans tabou destinée à faire tomber les clichés et à apporter de la transparence. Notre objectif, parler pour rassembler, pour guider les entrepreneurs de ce secteur en plein essor et dont les parcours sont si peu documentés. Pour aller plus loin, Fine Sport vous accompagne dans le développement de votre entreprise et dans vos prises de décision pour vivre de votre métier sereinement. Découvrez notre réseau d'experts, de mentors, nos webinaires, nos événements en physique et bien sûr ce podcast Radio Vestiaire sur notre site find.sport, find avec 2 i. Salut Flora, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci Rudy. Donc on est aujourd'hui ensemble pour faire un podcast pour Radio Vestiaire, c'est ça? Ouais, c'est ça, merci de faire mon intro Rudy. C'est avec plaisir. De quoi on va donc parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va essayer de parler de tout ce dont t'as pas encore parlé, donc c'est un gros challenge. Hein. Ouais, je pense que ça va être... Mais t'inquiète pas, j'aime bien me répéter. Et tu sais, avec les années, j'apprends à être plus pédagogique, à mieux expliquer. Donc je vais voir où tu m'emmènes. Ok, top. Rudy, tu vis de quoi aujourd'hui avec tous tes projets et tous les contenus que t'as déjà produits? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Quand je me présente en général, je dis que je fais à peu près tout ce qui existe dans le milieu de la musculation. Okay. Donc moi, j'ai commencé par le coaching à distance en 2006, en musculation, donc c'est un truc qui n'existait pas. Ensuite, je suis surtout connu pour avoir créé le site Superphysique, donc en 2009, à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Donc, on avait plein de choses qu'on voulait faire. Donc je dis on parce que j'ai mon associé Fabrice, qui est plus partie technique et qui va gérer l'administratif que moi je gère pas. Moi j'étais plus création de contenu, écrire des articles, faire des vidéos, des podcasts, fédérer les gens. C'est quelque chose que j'aime faire et dans lequel je pense que je suis assez doué, on va dire. C'est toujours ton associé Fabrice aujourd'hui? C'est toujours mon associé. On fait les Superphysique podcasts chaque semaine depuis depuis 2017 je pense. Je l'avais tanné à les faire et on avait commencé les podcasts pour te dire en 2010. Mais sauf qu'à l'époque on faisait, il y avait soit avec Fabrice, soit avec Christophe Yarion que je connais bien. On passe le bonjour à Chris s'il nous écoute. Avec Michael Gundy, donc écrit les bouquins de la méthode de Lavier. Il y avait avec Julien Vénesson qui a réédité son bouquin Nutrition de la force et avec qui j'avais fait mon premier livre papier, le guide de la musculation naturelle. Donc avec Superphysique, voilà, en termes de projet, il y a une marque de compléments alimentaires aujourd'hui, donc surtout destinée à améliorer la santé. Okay. On a été les premiers par exemple à faire de la protéine végétale bio. Ouais. Vous produisez où? C'est pas moi qui gère tout ça. Voilà. Je peux te dire que je fais confiance. Donc ça c'est Loïc qui gère sur la boutique. Okay. Qui gère vraiment les sources d'approvisionnement, qui gère avec les laboratoires. Donc on travaille avec 2 labos français. Ouais. Mais ça c'est pas du tout moi qui gère. Donc je fais confiance à Loïc pour ne pas m'empoisonner. J'en ai dans ma cuisine. Loïc t'as entendu hein? Ouais, il est au courant. Il y a une application SP Training qui est disponible sur les stores, qui marche plutôt bien, qui est en croissance. Pour moi c'est la meilleure appli de manière objective, mais absolument objective. Voilà, évidemment. Et donc là on est en train de bosser sur la V3, donc qui va vraiment être encore mieux. Il y a la salle de musculation, donc comme je te dis, qui est pas loin d'ici, qui a une dizaine de minutes, donc qui est plus une salle privative qui est à moi, et en fait où j'accueille soit mes potes, ou soit des personnes qui viennent pour ce que j'appelle moi des coachings premium. Okay. Ça va être des analyses morpho-anatomiques, des analyses de mobilité, et puis des constructions de programmes un peu en rapport. Il y a des fans aussi qui viennent ou pas? Il y a des fans qui viennent, des fois pour s'entraîner, qui viennent faire une séance comme ci, comme ça, donc ça c'est seulement quand j'y suis, okay. Pour des questions d'assurance. Il y a la Villa Superphysique, donc là où on est, qui est une grande maison que j'ai achetée, où je loue des chambres aussi. Souvent les gens viennent quand il fait beau, ils viennent pas l'hiver, mais quand il fait beau ils viennent. Donc un peu comme un Airbnb, sauf que je suis souvent présent et que c'est aussi l'occasion d'échanger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a toujours le coaching à distance, donc depuis 2006. Il y a des e-books, donc des livres numériques. Donc ça pareil en muscu, je crois que j'étais le tout premier, et c'est marrant de voir que à l'époque quand j'ai sorti des livres numériques, tout le monde critiquait, tout le monde disait il faut pas faire de livres numériques. C'est une honte, c'est une passion, voilà tout ça. Et maintenant ils en sortent tous et à des prix vraiment délirants. Moi je trouve
Donc moi, ça a toujours été un prix de 20 ou 29 euros. Donc j'ai toujours voulu que ça reste accessible. Ensuite, il y a des formations vidéo. Ouais. En fonction de ma spécialité qui est plus la morpho-anatomie, donc comment s'entraîner par rapport à comment on est, si on a des longs bras, on a des bras courts, on est long de clavicule ou pas. Et puis il y a la formation super physique aussi, qui est l'ensemble de mes formations, même celles qui sortiront peut-être jamais, qui est vraiment la totale. C'est ce que tu as produit dans ton garage. Ouais, voilà, dans mon garage, et qui est vraiment l'entièreté, on va dire, de la méthode super physique, de ce que j'ai pu développer au fur et à mesure des coachings, donc depuis 2006. Donc ça, c'est vraiment destiné à ceux qui sont les plus motivés parce qu'il y a un contenu, quand on va sur la page d'accueil de méthodesp.rudicoya.com, je pense que ça peut décourager certains de se dire, voilà, ah ouais, effectivement, il y a beaucoup, mais en même temps, c'est mon package tout compris. Donc forcément... mais déjà, avec tout ce que tu m'as listé, j'ai une liste de courses qui est immense dans tout ce que tu fais. Ok. T'as oublié, t'as encore... Ouais, j'ai encore des choses. Je donne kayak aussi. Ouais, avant ça, je donne des cours donc à Sport Léman depuis 2 ans. Donc pour les futurs coachs sportifs, voilà. Dans l'idée, c'était comme moi, j'étais habitué à former des gens sur Internet, des gens qui me connaissaient. Je voulais voir ce que c'était en réel. Donc voilà, c'est une expérience. On en reparlera sans doute. Ouais, on en reparlera. Et puis après, je fais beaucoup de choses en fait. Ça, c'est toutes les choses qui rapportent financièrement. Ouais. Et après, je fais beaucoup plus gratuitement. Je fais beaucoup plus gratuitement. Donc par exemple, j'ai, comme dit, le kayak, donc qui est ma première passion actuellement. Donc où j'en suis à 100 épisodes de mon podcast Les Secrets du Kayak, où je vais retranscrire toutes les interviews à l'écrit sur le site, où j'écris des articles. Donc ça, j'ai le podcast Leadercast, où je parle de développement personnel, entrepreneuriat, ça dépend de mon inspiration du jour. Tes inspirations du moment, voilà. tes coups de gueule du moment. Exactement. Donc et avec ça, je propose également un livre qui est The Leader Project, qui est plus sur comment vivre de sa passion, qui est selon moi comment être heureux, on va dire. C'est plus un guide là-dessus. Et puis, j'ai le Super Physique Podcast. Puis après, en fait, je suis tout le temps en train de soit faire des podcasts, soit d'écrire des articles. Quand je m'occupe pas de mes élèves à distance ou de mes élèves en BPGEPS ou que je suis pas en train de m'entraîner. T'as des journées qui font combien d'heures de elles font 24 heures comme celle de tout le monde ou pas? On a l'impression, quand j'ai tout ça, que je suis vraiment très, très occupé. Et ça a été le cas, notamment dans mes débuts, on va dire, jusqu'à 2012, 2013. Donc, tu vois, 7 ans après que j'ai créé ma première société. Et où j'étais vraiment 13, 14, 15 heures par jour derrière l'ordinateur. Ouais. Mais maintenant, je suis hyper organisé. Et comme je dis, en fait, je travaille 7 sur 7, mais des demi-journées en général. Okay. Alors après, est-ce que j'estime être du travail ou pas, c'est toujours litigieux. Tu vois, quand tu es à ton compte, des fois, je suis en train de lire un bouquin. Et alors, est-ce que c'est du travail ou pas? Ça me fait plaisir en même temps. On associe souvent le travail avec une connotation un peu péjorative, négative. Ouais, quelque chose qu'on doit faire. Voilà, alors que moi, des fois, j'écris quand j'écris des articles, parce que ça me fait plaisir, en fait. Je suis en train de creuser un sujet, j'écris, je suis à fond, ça me passionne, tu vois. Donc, j'ai pas cette sensation d'être en train de travailler. Mais en général, je travaille une demi-journée par jour, 7 jours sur 7. Okay. Il y a ça aussi, moi, je prends jamais de vacances. Il n'y a pas je coupe jamais. Ok, à fond. Voilà, depuis plus de 10 ans, je l'ai jamais coupé. On parle beaucoup aujourd'hui de la production de contenu et justement, tu en as parlé aussi dans ta production d'articles vidéo, on en a parlé un peu dans la préparation du podcast. Aujourd'hui, pour réussir en tant que coach ou mentor, il faut forcément faire des vidéos. T'es sur TikTok? Je suis pas sur TikTok. Moi, je suis sur YouTube depuis 2007. Ok. Donc, au début, c'est drôle parce que j'ai vu toute l'évolution de YouTube et vraiment à mes débuts, moi, ce qu'on mettait avec mes copains, c'était des vidéos de posing. Tu vois, on faisait de la muscu à fond. Moi, j'avais fait des compétitions justement en 2007. Et donc, on mettait que des vidéos de posing et ça marchait bien. Et donc, j'ai vu arriver tout le développement de YouTube. Et des fois, pendant certaines périodes, j'étais un peu énervé contre ce que c'était devenu. Mais en même temps, j'étais le premier en 2009 à faire des vidéos aussi d'articles. Moi, j'appelle ça des vidéos articles, où j'écrivais un article et ensuite je le récitais de manière non vivante, tu vois, un peu très académique en vidéo. Donc, j'ai fait ça depuis 2009. Et est-ce qu'on peut réussir sans vidéo aujourd'hui? C'est une bonne question. Moi, je dirais que je pense que oui. Mais va falloir à côté, si tu veux pas de vidéo, être très très bon dans la construction d'un réseau, je pense. Okay. Vraiment, tu vois, si tu fais que du podcast, faut que après, tu côtoies des personnes qui font peut-être des vidéos qui sont déjà populaires, un peu à l'instar des feats qui étaient, je sais pas comment c'est aujourd'hui sur YouTube, mais nous c'est très populaire, 2014, 2015, 2016, tout le monde faisait des vidéos ensemble dans le milieu de la musculation. Mais c'est plus le réseau. Après, il y a plein de thématiques comme ça sur le marketing qui disent, il faut prendre le format sur lequel tu es le plus à l'aise. Okay. Moi, la vidéo, pendant longtemps, j'étais pas très à l'aise. Maintenant, c'est la rigolade. Mais j'aimais pas ça. Et donc, il y a des périodes où j'en ai pas fait. Je suis plus à l'aise à l'écrit ou en podcast.
donc de manière naturelle qu'en vidéo, même si maintenant voilà les vidéos c'est facile, mais ouais je pense que tu peux réussir sans vidéo. Mais c'est sûr que la vidéo aujourd'hui on voit qu'il y en a qui arrivent à vite monter avec les vidéos. Alors si tu écris des articles, il y a le chiffre, j'avais un copain qui s'appelait Sam, il avait le site guerrierpacifique.fr en hommage au bouquin de Dan Millman. Et à l'époque il avait, là, de 2014, 2015, quelque chose comme ça, fallait écrire 104 articles pour commencer à être bien référencé. Et aujourd'hui, sur le référencement, il y a quand même une sacrée concurrence sur beaucoup de sujets. Alors il y a des outils qui peuvent t'aider tout ça, mais il y a beaucoup de concurrence. Donc je dirais l'écriture ça va être compliqué avec tous les sites qui sont déjà en place. Les vidéos, tu as des plateformes qui vont te... Ouais, qui peuvent te booster. Et puis après si tu as du réseau, tu vois, tu peux... Et comme les podcasts, souvent il y a eu ce truc au fil des années de dire c'est le média de demain. Mais finalement c'est pas le média de demain. Maintenant les podcasts sont vidéo. Voilà, les podcasts sont vidéo et du coup tu as aussi un petit peu des deux. Et pour ceux, on parle de produire du contenu aussi pour les coachs au final qui à la base sont coachs, ils remplissent leur emploi du temps de coach et puis après ils se mettent à produire de la vidéo. Pourquoi dans le métier de coach on peut pas rester entre guillemets que coach? Attention, c'est pas du tout dévalorisant, c'est juste le métier de base, c'est de s'occuper des gens à toutes les heures par exemple. Pourquoi après il y en a beaucoup qui se mettent à produire du contenu? À quoi ça sert? Ça sert à te faire connaître. C'est qu'aujourd'hui, tu sais, moi je viens d'une génération, en 2004-2005, je crois que j'ai mon diplôme en 2006, coach était le nouveau métier à la mode. Donc tu vois, il n'y avait pas beaucoup de coachs. Franchement, on voyait à la télé le coach de Johnny Hallyday, je me souviens de ce truc-là. On voyait le coach de Johnny Hallyday, un gars et tout. Et voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a tellement de coachs, il y a tellement... Comme moi c'était un BE, maintenant c'est des BP. Les BP au début, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant il y a des écoles partout qui pullulent. Donc tu as je sais pas combien de milliers de coachs par an en plus. Donc c'est devenu très 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 difficile si tu fais rien. Et j'ai du mal à y croire qu'on vienne te voir. Tu as ton diplôme, il n'y a rien qui va tomber. Moi je le dis souvent aux élèves en BPGEPS au premier cours. Je leur dis tu vas voir. Il n'y a personne qui est dedans. Donc je dis je leur fais la blague du loup de Wall Street, vends-moi un stylo. Et bon, souvent, ils n'y arrivent pas. Je dis, ça démarre mal. Mais, find sport. Mais ouais, aujourd'hui, c'est hyper important pour te faire connaître. Il faut que tu crées quelque chose. Il faut que tu crées ta marque. Il faut que tu crées ton langage. Aujourd'hui, être coach, c'est devenu un emploi, un métier multiple. Tu peux plus juste te contenter de coacher. Moi, j'ai fait ça à une époque. Et encore, je peux même pas dire que j'ai fait ça parce qu'en fait, j'écrivais. Déjà, je répondais sur les forums internet. Ouais. Donc, nous, il y avait plein de forums. Je répondais tout le temps, partout. En fait, déjà impliqué dans la communauté. Ouais, en fait. Pas que coacher. En fait, je créais déjà du contenu, mais sans y penser. Ouais. Et aujourd'hui, si tu crées pas de contenu, tu fais rien pour te faire connaître. En fait, c'est impossible. En fait, tu n'existes pas parce que tu as déjà plein de gens qui sont là, en train de faire des choses qui sont déjà en place. Et c'est une sorte de compétition, malheureusement. Ouais. Mais c'est une compète. Et comment tu leur conseilles de commencer? Parce que des gens qui produisent du contenu, au final, il y en a beaucoup qui vont poster tout et n'importe quoi sur leur réseau. Qu'est-ce qu'il faut produire? Quelles questions il faut se poser avant de démarrer? Il y a deux choses. La première, c'est que si t'es passionné d'un sujet, c'est déjà beaucoup plus facile. Mm-hmm. Tu vois, moi, j'ai toujours été passionné par comment prendre du muscle. J'en avais parlé à Nevers. Moi, j'avais 15 ans. J'étais sur les forums, je posais des questions aux gars. Je disais comment on fait? Plein de questions. Et donc, en fait, c'est venu naturellement. Je me suis dit, voilà, mathématiques. Mm-hmm. Voilà mon truc, la musculation sans dopage, comment prendre du muscle sans dopage. Et après, d'autres choses se sont ajoutées. Mais j'avais quelque chose qui était une extension de moi et c'était facile d'en parler parce que j'avais envie d'en parler. Et la deuxième chose, si t'as pas ça, c'est qu'il faut que t'aies une niche. Donc, il faut que tu choisisses ton public. Qui tu veux cibler. On dit souvent, voilà, quand t'es un très gros, en fait, tu parles à beaucoup de personnes à la fois. Mm-hmm. Mais rien n'empêche demain, je sais pas, Marcel qui nous écoute aujourd'hui. Bonjour Marcel. Marcel, 25 ans, voilà. Il se dit, moi j'ai des élèves comme ça en BPG, je me dis, voilà, moi je vais faire pour eux. Donc par exemple, Marcel, 25 ans, il va se dire, moi je veux me spécialiser dans l'entraînement des plus de 60 ans, qui ont peut-être des douleurs aux genoux, tu vois, on peut dériver là-dessus. Tu vas vraiment nicher ton contenu. Ouais. Vraiment, tu vas le cibler à fond, alors qu'avant, t'avais pas besoin. Maintenant, il y a tellement de monde, t'es obligé de le nicher. Donc j'en vois tous les jours qui arrivent à percer, qui arrivent à fonctionner en étant vraiment dans une niche spécifique. C'est ça qu'il faut faire. Mais le plus facile, c'est que cette niche, il faut qu'elle te parle, que tu sois concerné, que tu sentes que c'est toi. Donc peut-être que Marcel, il a du bol, il a son père qui a plus de 60 ans, qui a mal au genou, et en fait, il fait ce plein de trucs, et il se dit, ça m'intéresse, je veux que mon père il puisse remarcher. Et donc, son père, forcément, il a des potes qui ont du mal à marcher, et hop, après, ça peut se faire. Il peut devenir le spécialiste du mal de genou chez les 60 ans et plus. Et c'est important d'être dans sa niche aussi, parce qu'en fait, en tant que coach, on n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Ah non, mais tu peux pas, de toute façon.
Après, Le nombre d'heures par jour où tu peux coacher, il est limité. ouais, et puis après, il faut que les gens viennent à toi. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est ce que je dis souvent au début. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance, entre guillemets, que les gens qui viennent me voir savent, entre guillemets, quelle est ma niche aujourd'hui ou suivent mon contenu depuis longtemps. Donc c'est facile. Et il y a des gens, des fois, que je refuse. Je dis, bah non, mais là, ce que tu veux, moi, c'est pas ce que je fais. Donc j'envoie vers tel coach ou tel coach, vers des copains qui sont coachs aussi dans d'autres thématiques. Mais au début, si t'as pas de stratégie, comme beaucoup, bah prends tout ce qu'il y a. Je leur dis, mais si t'as une stratégie, c'est sûr que c'est mieux. Ouais. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple parce que tu sais comment. Tu parles pas de la même façon à une personne de 60 ans qu'à une personne de 20 ans. Tu fais pas la même chose en termes de programmation, en termes de recommandations de diète, c'est pas la même chose. C'est pas le même langage. C'est vraiment une autre façon d'agir, de se comporter, de s'habiller. Donc ouais, ça c'est hyper important cette définition de qui tu veux aider. Ouais. Toi, tu as toujours été entrepreneur dans ton activité de coach. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai eu mon diplôme à 18 ans, j'ai eu un entretien pour une salle, et en fait, ils m'ont dit, bah, vous êtes beaucoup trop jeune, vous pourrez pas gérer la salle, tout ça. Et comme j'étais déjà sur les forums internet, en fait, les gens me demandaient déjà des programmes. Okay. En fait, naturellement, ils me demandaient des programmes, et surtout que, comme je te dis, j'étais le premier à faire du coaching à distance. Et il n'y avait pas encore beaucoup de coachs dans les salles. Donc, tout de suite, j'ai ouvert, parce que à l'époque, c'était une micro-entreprise, donc il n'y avait pas d'autres entreprises, donc une micro. Et voilà. Si tu te lançais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu referais pareil, différemment? Là, je crois beaucoup moins dans la création d'articles, par exemple. Okay. D'avoir un site bien référencé. Là, c'est vraiment... je peux dire que j'étais là au bon moment, même si le bon moment, c'est toujours maintenant, mais je pense que j'étais vraiment là au bon moment parce que mes sites font beaucoup de visites. Dès que j'écris quelque chose, voilà, bah, c'est vu, c'est écouté. Donc, c'est assez simple. Ce que je ferais aujourd'hui, je définirais vraiment bien ma niche. Vraiment, c'est premier truc que je ferais. Et après, je regarderais comment me faire connaître. Alors, il y en a des fois, bah, j'ai un gars de ma salle qui veut devenir coach. Tu sais, il veut se lancer un peu sur le net, et puis je vois que c'est pas trop son truc, quoi. Je vois, il a 45 ans, et là, il dit, putain, les réseaux, faut que je fasse des réels, faut que je montre ce que je fais, Je dis, bah, au début, peut-être que tu peux juste aller mettre des flyers autour de chez toi. Et de toute façon, il faut pas 15 000 clients, hein. Je dis, si on a déjà une dizaine, tu vas pouvoir faire ta pub, tu pourras faire tes avant-après, montrer aux gens sur le net ce que tu fais. Voilà. Mais je commencerai peut-être comme ça, juste autour de moi, plutôt que d'essayer de me mettre, surtout si je suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux, où c'est quand même des codes. Tu vois, on parlait de TikTok. TikTok, c'est des codes. Instagram, c'est d'autres codes. T'écris sur un site, c'est d'autres codes. YouTube, c'est d'autres codes. On voit des gars sur Instagram qui cartonnent. Ils font la même chose sur YouTube ou presque, et ça marche pas du tout. Moi, j'ai des copains, je vois, ils font 400 vues par vidéo. Je dis, oh merde, ils font rien. Alors qu'ils font 40, 50, 60 000 par réel. Ouais. Donc, ouais, je dirais, c'est vraiment la niche. Et après, jouer avec son entourage. Et peut-être même au début, travailler gratuitement. Tu sais, aujourd'hui, bah, tout le monde se fait rémunérer tout ça. Moi, j'ai entraîné plein de copains gratuitement au début, même maintenant. Des fois, il y a des copains qui me demandent, je dis, bah ouais, il y a pas de souci. Je lisais justement, tu vois, dans les outils des géants, là, dont je parlais avant de Tim Ferriss. Il donne une recommandation comme ça. Il dit, les bons leaders d'aujourd'hui sont ceux qui ont suivi les ordres un jour. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui refusent de suivre les ordres, ou, entre guillemets, ou d'apprendre des autres. Et, tu vois, tu peux entraîner gratuitement, tu peux faire plein de choses gratuitement. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, moi je fais tellement de choses gratuitement, entre les milliers d'articles, les milliers de podcasts, les milliers de vidéos, qu'en fait finalement, ben, je cherche jamais à vendre quoi que ce soit. Les gens viennent, ils veulent acheter, ils veulent se procurer quelque chose, ok, mais je cherche pas à vendre particulièrement. Tu parles t'es aussi formateur, du coup, en BPGEPS. Si tu te lançais aujourd'hui, après ton BPGEPS, tu ferais quoi? Tu te reformerais comment? Est-ce qu'il faut se reformer après le BPGEPS aujourd'hui? Ouais, ah bah non, mais là, c'est... Pour moi, le BPGEPS, et je suis assez surpris, sans essayer de porter de jugement en tout cas, la disparité de niveau qu'il y a entre les élèves. Donc, il y en a qui arrivent pour une reconversion professionnelle, qui font déjà de la musculation depuis longtemps. On voit des passionnés, vraiment, ils sont dedans. Et t'en as d'autres qui arrivent, qui font pratiquement pas de musculation. Tout le langage, tous les exercices, c'est chinois, tu vois, c'est un langage nouveau, tout ça. Ça leur parle pas. Ouais, ça leur parle pas. Et donc, bah, forcément, ça dure 9 mois la formation. Et je vois après, bah, je vois ceux qui vont l'avoir, ceux qui vont pas l'avoir. Mais c'est pas suffisant. Et j'en ai plein qui, justement, arrivent avec cette problématique. Ils me disent, ouais, mais derrière, comment je fais pour me vendre, pour faire ci? Bah, je dis, ouais, moi, j'ai beaucoup appris, en fait. Pas qu'en termes de vente, mais comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai eu un peu des mentors, tu vois. Ouais. Quand j'étais gamin, moi, j'ai lu tous les bouquins de Jean Texier, par exemple. Jean Texier, c'était le truc, je lisais tout, bah, j'étais tous derrière, tu vois. Tous les trucs, vraiment, je les ai lus. Ensuite, il y a Michael Gundil. Donc, j'avais 15-16 ans. J'allais chez lui, on regardait les vidéos, on discutait, je posais des questions tous les jours. Je dirais, il faut se rapprocher de gens qui sont déjà passés par là déjà.
tu vois, avoir des mentors, pouvoir discuter avec ces gens-là et continuer à se former. Mais tu vois, c'est toujours difficile de dire moi, je dirais que ça doit venir de soi. Tu vois, c'est comme tout à l'heure, je te disais, c'est un prolongement. Moi, tu vois, hier, j'ai suivi une formation sur le profil puissance record en vélo. C'est un truc qui m'intéresse, mais c'était pas imposé. Tu vois, c'est moi qui avais envie de suivre. Et mais ouais, il faut des mentors, il faut des personnes qui ont déjà fait. Et tu vois, on dit qu'on est le reflet de son entourage, mais c'est important aussi d'être avec des gens qui font. On dit souvent, bah voilà, si tu côtoies 5 millionnaires, tu seras le 6e. Bon, bah là, c'est pareil, tu côtoies 5 coachs qui fonctionnent, tu seras sans doute le 6e. On trouve de tout sur les réseaux, de la formation Instagram, on en a des milliers, des millions. Ouais. Comment on fait pour s'y retrouver quand on est jeune coach au milieu, pour choisir ses mentors? Comment on repère un bon mentor? Comment on repère une bonne formation avant de dépenser des milliers et des cents dans des mentorats et dans des formations? Mais tu vois, c'était le sujet de mon dernier Leadercast, au moment où on fait ce podcast, où justement aujourd'hui, avec les réseaux, tout le monde est expert en théorie. En théorie, il y a que des bêtes. Parce que tu n'as plus besoin de te montrer, tu n'as plus besoin de montrer ce que tu fais, tu as juste besoin d'un bon cadrage, d'une bonne façon de parler, d'être un bon vendeur. Et tu n'as plus besoin de faire. Tu vois, et donc je connais des gens qui ont suivi des formations, justement, tu parles d'Instagram, pour comment monter sur Instagram, comment avoir des abonnés, tout ça. En fait, c'est comme dans la vraie vie. C'est pas compliqué. Moi, je conseille souvent le bouquin Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Mais on rigole, mais moi aussi, la première fois que je l'ai lu, je dis putain, il fait mal au cœur ce bouquin. Tu te prends pas bien, quoi. Mais en fait, il y a tout dans ce bouquin. Et à chaque fois que je vois Sean, tu vois, qu'on connaît bien, je me dis putain, Sean, il applique parfaitement le bouquin. Je me dis vraiment, putain, c'est comme si. Qu'est-ce qui fait de bien? C'est quoi les trois recommandations vraiment? Je dirais ne jamais dire du mal, entre guillemets. Tu vois, tu peux penser quelque chose de négatif de quelqu'un et tu vas lui dire, mais ça n'a aucun sens. Tu vois, donc là, j'ai bien appris. Avant, quand j'avais un truc à dire qui m'énervait, je faisais un long post sur Instagram, je gueulais, je tapais sur quelqu'un, j'y allais. Maintenant, je le fais même plus, mais j'ai eu une période où j'écrivais et je postais pas le truc. Ok, donc ne pas dire du mal. Ouais. Ensuite, je dirais mettre en valeur autrui. Ça, c'est un truc aussi important. Même si on peut se définir comme des concurrents, il y a tellement de gens qui font du sport aujourd'hui que il y a quand même un sacré paquet de monde à coacher. Ouais. Donc moi, je me concentre plutôt sur les qualités d'autrui. Comme tu disais, moi, j'ai pas de mal à recommander un autre coach pour ci, pour ça. Donc je dirais ça. Et après, je dirais, c'est entretenir son réseau entre guillemets. Et ça, c'est difficile aujourd'hui parce que le monde est devenu tel que tout est fait pour qu'on ait plus d'interaction avec autrui. Tu vois, là, il y a ChatGPT qui est sorti, par exemple, OpenAI, et c'est encore un truc qui est fait. J'entendais hier dans un podcast, le gars disait, bientôt, il y aura des écoles juste avec ChatGPT. Il y aura plus de profs. Okay. Et donc, demain, en fait, tu vas poser des questions à ChatGPT, mais tu ne sauras plus poser de questions à un individu dans la rue. Tu sauras plus. Donc, je dirais, c'est ça aussi, c'est être social, tu vois. Mais ça vient avec ce que je viens de dire avant, quoi. C'est ne pas dire du mal, se concentrer sur les qualités des gens, louer leurs qualités. Et c'est pas très dur. Au début, on dit mais il faut qu'une. Non, en fait, c'est juste une façon d'être, une sorte de mindset. Et après, entretenir son réseau. Mais ça, après, ça se fait facilement parce que moi, je veux dire, ça se fait facilement pour moi parce que dès que j'ai un truc qui m'intéresse, je vais questionner les personnes qui sont dedans. Tu vois, je vais aller directement chercher. Mais comme le monde aujourd'hui est fait pour que tu côtoies de moins en moins de personnes et que ce soit beaucoup plus difficile ces relations sociales, et des fois il y a des gens, ils ont peur, tu vois, je les vois, ils ont peur de me dire un truc ou ils osent pas parler ou je t'ai vu, j'ose pas. Après, l'avantage maintenant, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup ces barrières internet et puis toutes ces barrières technologiques, mais d'un autre côté, on a aussi ton Instagram qui me permet de t'écrire. Avant, si j'avais pas ton numéro de téléphone ou que je te trouvais pas dans l'annuaire, j'avais aucun moyen de te parler. Si je pouvais t'écrire une lettre. Oui, je pourrais écrire une lettre. Après, sur Insta ou sur les réseaux sociaux, t'as beaucoup de gens qui vont écrire. Mais quand tu reçois vraiment beaucoup de messages, moi à un moment je recevais 300-400 mails, tu vois, vraiment quand j'étais tout seul à faire ça sur le net. Donc vraiment c'était un boulot de dingue. Et même aujourd'hui, il y a des gens des fois qui m'écrivent, j'essaye de répondre à tout le monde, mais des fois je vois le message, je dis mais ça n'a pas de sens pour moi de répondre, je perds mon temps, tout ça. Donc faut aussi se distinguer. Tu vois, c'est l'originalité qui fait que les gens vont te répondre, pas te répondre. Ouais, et des fois, tu as des messages, je me dis, en fait, il a pas lu mes articles, il a rien lu, je me dis, ça, et puis il écrit n'importe comment, comme un cochon. Je me dis, ça sert à rien de discuter parce qu'en fait, on n'est pas du tout sur le même truc. C'est une histoire curieuse. Mais c'est sûr que tu peux contacter facilement des gens, plus facilement qu'avant. Ouais, carrément. Si on parle purement des outils pragmatiques, toi, tu disais que tu as été un des premiers à faire du coaching en ligne. Aujourd'hui, tu en fais toujours. Tu utilises ton appli maintenant, j'imagine, pour faire tes programmes à distance? Même pas.
Moi, j'aime bien justement ce côté, comment on pourrait dire, même pas un Word. C'est beau. Un Word. En fait, pendant très longtemps, je faisais tout par email. Donc en fait, je faisais des programmes sur Word et je répondais par email. Les gens m'envoyaient leur résumé d'entraînement sur Word par email. Puis je répondais. Et puis après, quand il y en avait beaucoup, j'ai fait développer une interface donc sur mon site exprès pour mes élèves. Donc une fois que on travaille ensemble, c'est une interface où ils peuvent écrire autant qu'ils veulent, ils envoient leur programme, tout ça. Mais moi, je tiens vraiment à garder ce côté humain. Tu sais, à un moment, comme ça, j'étais tout seul et puis vraiment que c'était carton, quoi. Je me suis dit, est-ce que je développe pas un truc qui fait tout justement automatiquement? Tu vois, un peu comme fait l'application aujourd'hui SP Training, mais pour mes élèves, où en fait ils mettraient leur programme et ça sortirait un truc générique, voilà, justement un truc un peu à la ChatGPT, tu vois, sans interaction. Ouais. Et en fait, je me suis dit, moi, en tant que personne, qu'est-ce que j'aimerais? Est-ce que j'aimerais un programme qui est fait qui a automatisé tout ça, ou est-ce que je préfère échanger avec un humain, même si derrière un ordinateur où je peux discuter, poser n'importe quelle question, tout ça, sachant que moi en plus, mes élèves le savent, moi je mets plein de conneries dans les programmes, je mets plein de blagues à la con, j'essaye de donner le sourire. Pour moi, l'état d'esprit c'est vachement important. Et donc pareil, j'aurais pu faire une liste, tu vois, de toutes les phrases à la con que je peux mettre, ou quoi. Mais finalement, j'ai tenu vraiment à garder ce côté humain. Okay. Et donc en fait, je n'utilise pas d'application, il y a une interface sur mon site. Et puis après, je discute avec mes élèves. Sur Word. Sur Word, voilà. Et j'ai fait un petit design à la con qui est bidon, hein. Mais et pendant très longtemps, je faisais même pas de design, hein. C'était des lignes jour 1, tac, 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 tac. Okay. Et voilà. Et donc et ça va très bien, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui, les gens n'utilisent pas parce que aussi c'est un coût et parce que en fait, comme j'ai beaucoup de sites internet, moi j'ai un webmaster qui est à temps plein. Okay. Donc j'ai un gars que je paye chaque mois et donc qui fait ce dont j'ai besoin. Donc j'ai pas besoin de payer doublement. Merci Rudy, parce que tu m'as fait une belle transition. J'allais te questionner sur ta structure avec tous les projets que tu as. Qu'est-ce que tu sous-traites? Qu'est-ce que tu fais toi-même? Alors je fais déjà tout ce qui est coaching. Ça, à un moment, pareil, j'ai pensé à le déléguer. Avoir des coachs qui bossent qui bossent pour moi, tout ça. Et en fait, j'ai demandé aux gens ce qu'ils en pensaient, tu vois, par newsletter, tout ça. Et en fait, ça leur disait pas, quoi. En fait, ils me veulent, quoi. On va dire ça comme ça. Wow. Et donc j'ai pas pu. Je délègue donc tout ce qui va être, on va dire, webmastering, graphisme. Okay. Donc quand j'ai besoin d'images, quand j'ai besoin de développer des choses sur le site, des mises à jour sur le site. Parce que j'ai un vieux WordPress qui est mis à jour, mais en fait il y a tellement de mises à jour à faire, il y a tellement de modules, il y a tellement de choses qui sont dessus que j'ai pas envie de me prendre la tête dessus. Je délègue tout ce qui va être comptabilité, ce qui va être mise en forme des articles par exemple, qui va être retranscription des podcasts sur Secret du kayak. Qui va être maintenance de la salle, donc les machines, tout ça. Ça, c'est pas moi qui vais faire. Ce qui va être tournage vidéo, tu vois, si j'ai besoin, il y a quelqu'un qui va venir, pareil, donc qui fait un peu tout ça, qui va me filmer, qui va faire le montage, qui va mettre en ligne, qui va faire la vignette. Donc moi, j'ai pas besoin de faire tout ça. Et je délègue une grosse partie de la boutique Superphysique. Donc en fait, moi, je suis plus là pour regarder ce que veut faire par exemple Loïc ou Fabrice. Et je donne mon avis, voilà, en dernier recours, en disant oui, je veux ça, je veux pas ça. Donc tu vois, je gère pas grand-chose là-dessus. L'application, moi, je suis juste apporteur d'idées, on va dire. C'est Pierre qui est développeur, qui avait eu l'idée de l'application, qui avait justement suivi la formation Superphysique et qui avait cette idée d'appli. C'était moi la 10e fois que j'essaie de faire une appli, donc j'ai laissé faire. Et quand il est arrivé presque au bout, j'ai dit ok, on peut en discuter. Et donc voilà, il m'écrit chaque semaine et donc je regarde un peu ce qu'il fait. Je dis tiens, peut-être ci, peut-être ça, mais surtout lui le gros du projet. Et après, je pense que c'est moi qui fais le reste. La mise en ligne des podcasts, ça c'est moi qui fais parce qu'il n'y a pratiquement pas de montage. Les vidéos, je tourne face à mon écran comme ils font tous en formation, mais sauf que moi c'est gratuit. Voilà. Les articles, je les écris, moi je préfère écrire. Mais tout le reste, c'est moi, mais bon, ça me paraît pas... En fait, je suis assez bien entouré, donc ça va. Tu bosses beaucoup avec tes amis. Tu parles en tout cas d'être associé avec des gens qui sont des amis, ou en tout cas quand on parle des fois dans les podcasts, c'est mon pote Fabrice, mon pote Loïc, il a fait ci, il a fait ça. À quoi faut faire attention quand on s'associe avec ses amis? Ça se passe toujours bien? Je dirais qu'il y a quand même une frontière. On est amis quand tu connais l'adage, on est amis quand tout va bien, et puis si ça déconne, ça va pas. Et donc on s'est plusieurs fois engueulés, tu sais. Mais comme on a un but commun, ça va. Alors en fait, tu vois, Arnaud par exemple, c'est un de mes anciens élèves. Donc je l'ai eu pendant peut-être 2-3 ans en tant qu'élève, et donc après, il avait sa salle dans le Nord. Je lui ai dit j'ouvre une salle à Annecy. Est-ce que tu veux venir t'en occuper? Il m'a dit ok, voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Loïc, c'était un de mes élèves pareil pendant 3-4 ans. Il avait une boutique de vêtements. Nous on cherchait quelqu'un pour la boutique Superphysique. Il avait déjà toute cette expérience de la logistique que moi j'avais pas et que je voulais pas faire, et que Fabrice non plus. Donc voilà, comme ça s'est fait.
Fabrice, on se connaît parce qu'il avait l'un des tout premiers sites de musculation sur le web. Il s'appelait Smart Bodybuilding. Ensuite, c'est Smart Weight Training. Donc, on se connaissait comme ça parce qu'il y avait des rencontres qui se faisaient tous les samedis sur l'île de Puteaux. Mais ouais, moi, j'aime bien travailler avec des gens avec qui on peut rigoler, j'essaye. Moi, je suis pas très bon manager et j'ai pas envie de manager les gens. En fait, tout est bien réparti. Chacun a son rôle, tu vois, sur Superphysique. Comme je disais, Fabrice, il va gérer, l'administratif, la mise en forme du site. Là, on est en train de refaire une partie du site aussi. Je vais pas interagir là-dessus. Okay. Je laisse faire, il fait. Et moi, ma création de contenu, je vais écrire un article. Des fois, il peut dire, tiens, j'aurais bien mis ça, je rajoute quelques lignes. Mais on va pas interférer sur la partie de l'autre. Vous avez passé beaucoup de temps à définir ces parties. Est-ce que c'était clair dès le départ? Ouais, c'est assez clair parce que, tu vois, quand j'ai créé Superphysique, je l'ai appelé, j'ai dit, voilà, j'ai une idée. Ouais. Je dis, moi, je peux faire ça, mais j'ai besoin de quelqu'un pour faire ça. Okay. Je dis, je pense que c'est toi. Et je l'ai pas dit aussi clairement, mais voilà, c'était clair. Ok. Et dès le départ, vous avez su comment répartir les parts dans la boîte? Est-ce que sur les choix là-dessus, les façons de faire, c'était facile? Ouais, moi j'aime bien être majoritaire, donc je pense toujours à la majorité. Comme ça, c'est clair. Ouais, parce que je me dis que, ok, j'ai l'idée c'est pas tout, mais comme c'est mon projet, mon bébé un peu à chaque fois, et je suis majoritaire. Après, pas surtout, hein, tu vois, par exemple sur l'appli, là c'était le projet de Pierre, donc tu vois, j'ai dit voilà, c'est le projet de Pierre, donc moi je suis minoritaire, c'est normal. Et donc ouais, c'est comme ça que je fais en général. T'as des contrats de marque, Rudy Koya, le nom Rudy Koya, c'est une marque aujourd'hui ou pas? Superphysique, c'est enregistré. C'est enregistré. Après, moi ça me fait sourire ces trucs parce qu'aujourd'hui c'est vrai que comme tout à l'heure on parlait des coachs sur les réseaux, tout ça. Chacun a sa propre marque, tu vois. Le monde c'est quand même vachement, je sais pas comment on peut dire ça, mais donc ouais c'est une marque, mais sans être une marque. À un moment j'ai un copain justement que je coachais, il m'a dit on devrait faire la marque Rudy Koya, tout ça. Donc on avait embauché une boîte qui avait fait un logo, donc le RYC, un slogan qui m'appartient qui est Mind has no limit. Aussi on avait commencé à faire des t-shirts. Mais c'était trop pour moi, tu vois, c'est pas comme je suis, c'est pas quelque chose qui me parlait. Et donc, j'ai vite arrêté. Mais ouais, c'est des marques. C'est sûr que Superphysique, aujourd'hui, c'est assez gros, en fait. Ouais, c'est une marque. Et donc, aujourd'hui, ceux qui vont faire, par exemple, l'appli ou le site, ils payent des droits de marque pour Superphysique. Non. Moi, je suis assez... c'est pour ça que Fabrice est aussi avec moi pour tout cadrer. Ouais. Moi, je suis assez bonne franquette, tu vois. J'aime bien que ce soit... Je te serre la main, tu me dis OK, c'est OK. Mais tu vois, pour l'appli, par exemple, Pierre, il a plus de la majorité de l'appli des revenus parce que c'est lui qui bosse surtout là-dessus. Ouais. Fabrice, lui, fait rien là-dessus. Donc, et moi, je fais un peu. Et donc, j'avais dit à Pierre, je lui ai dit combien tu veux gagner par mois. Il m'avait dit à l'époque, tu vois, il m'avait dit je veux gagner 400 € par mois. Donc, j'avais rigolé. Je dis bon, allez, c'est bon. C'est OK. Et donc, lui, il prend la majorité, par exemple, sur l'appli. OK. Donc, il prend, tu vois, le chiffre officiel, c'est 70%. Okay. Il prend 70% de ce que rapporte l'application. Et tant mieux parce que nous, c'était un projet en plus auquel on s'est pas beaucoup investi. Et mon but, moi, comme nous, ça marchait déjà bien, c'était que lui puisse en vivre. Et comme ça, il est en sécurité pour pouvoir développer encore l'appli, pouvoir mettre en place ce qu'il voulait. Et tu vois, ça répondait aussi à une demande de sa part. Quand il a fait l'appli, c'était pour aider ses potes qui faisaient n'importe quoi, qui comprenaient pas ce qu'on expliquait. Et donc, il voulait une appli qui dise quoi faire à chaque séance pour aider ses potes. Et donc, tu vois, ça s'est fait tout seul, quoi. C'est marrant c'est cool que tu parles de ça parce que ça m'amène aussi sur un autre sujet, sur pourquoi on crée des boîtes. Est-ce qu'on crée des boîtes parce qu'on a des idées ou est-ce qu'on crée des boîtes parce qu'on observe des besoins sur le terrain? Je sais pas, moi, tu sais, aujourd'hui, pareil, donc j'écoute plein de podcasts d'entrepreneurs. Et pendant un temps, la mode c'était tout le monde voulait être entrepreneur, mais cherchait l'idée pour être entrepreneur. Et pour moi, c'est à l'envers, tu vois, c'est à l'envers. C'est, moi j'ai créé ma boîte, donc après, c'est mon exemple, hein. Mais parce qu'il y a des gens qui me donnaient des programmes. Et donc, pour encaisser des sous, il fallait que je fasse une boîte. Tu vois, c'était... Quand j'ai créé Superphysique, on savait dès le début, le modèle business à l'époque, c'était tu vendais des bannières publicitaires sur ton site par rapport au nombre de vues que tu faisais. Donc moi, j'étais bien dans le milieu, je connaissais tout le monde. Donc dès le début, on a eu une bannière avec la marque Pic Nutrition, donc avec mon pote Raph qui est malheureusement décédé depuis. Mais et donc dès le début, il m'a dit, écoute, peu importe le nombre de vues, je mets tant. On a dit OK, donc ça, il fallait une boîte aussi pour encaisser les sous. Ouais. Pareil, à un moment, on a fait des t-shirts, on en a fait beaucoup. Et pareil, on en a vendu des fois 300, 400 du même t-shirt. Pareil, il fallait une boîte. Donc c'était plus un support pour faire ça légalement. Mais l'idée, elle était déjà là en fait. On savait déjà ce qu'on voulait faire. On n'a pas cherché quelle idée faire pour gagner de l'argent, quoi. En fait, c'était pas du tout ça. Vous avez expérimenté le Lean Startup. Mais même pas. En fait, on a tout de suite créé le truc, tu vois. Il n'y a pas eu de... Tu vois, sur le coaching,
je donne souvent cet exemple-là. En 2006, je me disais, ah, si je gagne 1000 euros par mois, c'est super, tout ça. Et je sais plus, en 2-3 mois, bah, c'était réglé, j'étais déjà à 2000. Ouais. Donc, bah, là-bas, j'étais obligé parce que, j'étais obligé. J'aurais pu truander. Mais voilà, moi, je voulais faire le truc un peu carré. Surtout quand t'es jeune, voilà, t'as peur de tout. Pareil avec Superphysique. Quand on a créé Superphysique, au début, je connaissais bien Fabrice, j'avais dit, voilà. J'ai dit, moi, j'ai entendu que un tel qui a tel site gagne 2000 euros par mois avec son site. Et je lui ai écrit des articles gratuits. Je lui dis, c'est pas normal. Et je lui dis, c'est hors de question que ça continue comme ça. Je lui dis, donc lui, il gagne 2000. Donc nous, on peut gagner 2000 chacun. Donc on a mis des années avant de pouvoir faire ça. Et on fait pas ça aujourd'hui, mais de pouvoir faire ça. Et voilà. C'est vrai que tu crées des boîtes. Ouais, parce que moi, j'ai le truc, j'ai déjà l'idée et je la mets en place. Et je sais, avec l'expérience, si elle va fonctionner ou pas. Parce que l'idée te vient de l'expérience et des voilà. sur le terrain. Exactement. C'est vrai que ça a toujours répondu, comme tu disais. Moi, quand j'ai lancé le coaching, je me suis dit, quel coaching j'aurais aimé avoir. Et donc, moi, je voulais quelqu'un qui me dise quelle charge mettre quand t'es débutant ou je sais pas trop. Tu dis, mais quelle charge je mets à la séance d'après, quel temps de récupération je prends, quel nombre de séries je fais. Tu sais pas. Donc, je me dis, bah, je vais proposer ça. Ouais. Après, pareil, au niveau des bouquins, quand j'ai sorti mes premiers livres numériques, qui étaient assez courts, qui font une 30aine de pages, mon but c'était, il y a plein de bouquins qui font, t'as le manuel d'entraînement de Weineck, c'est un pavé comme ça, il est là, franchement tu l'ouvres, t'as pas envie de le lire. Je me suis dit voilà, quelles sont les informations essentielles que je veux savoir en tant que débutant ou semi-débutant en muscu, et on me les donne tout de suite, comme ça je gagne du temps, je sais faire mon programme, j'ai des programmes, ok, voilà comment il faut que je progresse, et à chaque fois j'ai essayé de répondre à ce que moi j'aurais voulu avoir. T'as fait des études de marché ou pas? Pas du tout, jamais de ma vie Ben non, mais parce que il y en a plein qui en font, mais pour moi, tu peux pas prédire. Tu sais, c'est juste des chiffres sur un papier. Hein. Mais t'as fait des sondages, des questionnaires pour savoir de quoi les gens avaient besoin? Absolument rien. Au feeling. Jamais ça, parce que je me suis rendu compte aussi, et je pense qu'il y en a pas mal qui pourront confirmer. C'est quand tu dis aux gens, tiens, j'ai une idée, je vais faire ça, tout le monde est ok. Tout le monde dit, oh, c'est génial et tout. Et puis dès que tu te lances et que c'est payant, il y a plus personne. Moi, je me souviens au début, il y en a plein qui m'écrivaient. Donc 2006, tu vois, quand c'était nouveau, 2007, ils me disent ah ça m'intéresse tout ça, puis donc ils remplissent leur questionnaire, t'as les photos, toi t'es déjà dans les starting blocks parce que c'est nouveau donc t'as déjà fait le programme tout ça, et puis t'attends les sous et en fait les sous n'arrivent jamais. Ouais. Et la personne elle a disparu, t'écris, il y a plus de réponse tout ça, c'est la magie du net aussi. Ouais. Donc pas du tout. Et du coup qu'est-ce qui a fait qu'après t'as réussi à faire des trucs qui se vendent? Bah je pense que j'ai eu une chance de bien cibler en fait le truc. En fait il y avait plein de gens comme moi qui n'étaient pas spécialement doués en muscu, qui galéraient, qui savaient pas si c'était possible de faire naturellement, qui se reconnaissaient dans ce que j'expliquais, ce que je partageais, et qui disaient, ben oui, il vit exactement ce qu'on a vécu, ou il a vécu ce qu'on est en train de vivre, et donc il a les réponses. Et comme je créais tellement de contenu, tu vois, c'était vraiment mon truc, j'écrivais les podcasts, les vidéos, tout ça, ça donnait confiance. Je disais, le gars, il n'est pas juste là pour nous prendre de l'argent, il est là pour nous aider. Tu partageais beaucoup de trucs de ta vie perso aussi, de ton mode de vie? Non, pas trop. Ça, j'ai toujours essayé d'éviter de m'étendre sur la vie. Quand je vois des trucs comme ça sur les réseaux, moi, ça m'ennuie un peu, je me désabonne. À moins que ce soit des trucs vraiment en rapport avec le sport, tu vois. Ouais. Mais pas du tout. En fait, je partageais mes entraînements, ma façon de manger, qui des fois, bah voilà, les gens disent, aujourd'hui c'est un peu raillé, mais moi j'ai grandi comme ça avec cette discipline, cette rigueur à table, qui fait partie du truc. Mais ouais, j'ai toujours évité, tu vois, de montrer ma vie perso, parce que je trouve que souvent, en plus sur les réseaux, les gens montrent que les bons moments. Donc après, je sais pas comment dire, mais il y a des gens qui vont être envieux, ou ça va, psychologiquement ça va pas aller, tu vois, ils vont dire, j'ai une vie pourrie, ils vont se comparer, tout ça. Et j'ai pas du tout envie d'être là-dedans, voilà. Donc je montre de toute façon, même qu'aujourd'hui, que des trucs un peu d'entraînement, je vais pas montrer ma vie, ou, et d'ailleurs, des fois on me dit, ouais, tu devrais faire, j'avais un copain qui fait des podcasts, Hugo, Rendez-vous musclé, et il me dit, quand il était gamin et qui plus jeune en tout cas qui voulait lancer son podcast, il me dit j'aimerais venir et tout en stage, je te fais des vlogs sur ta vie tout ça. Et je dis franchement il y a rien de passionnant, tu sais, je bois mon café, je mets ma capuche, j'écris des articles, je mets mon casque, voilà, j'écris. Ouais. Ensuite je vais m'entraîner. Ouais, si tu veux, mais l'entraînement, j'ai déjà fait plein de vidéos d'entraînement, ça ressemble, hein, y a pas, j'en ai fait au moins une centaine, donc ça va être les mêmes quoi. Et je dis après qu'est-ce que tu veux que je te montre? Moi je suis toute l'année en short. Là, tu vois, j'ai un studio donc ça va, mais des fois j'ai un short, je suis habillé n'importe comment, voilà, pas coiffé, tu vois, là je sais pas si ça rend, mais en fait je pense qu'il n'y a rien d'intéressant à montrer. Podcast vidéo, donc on verra comment t'es. Voilà, mais je trouve que la banalité, bah en fait j'ai pas envie de la partager parce que tout le monde dit la même chose, et j'aime pas trop ce truc,
de montrer que le positif, parce que après ça donne l'impression aux gens que leur vie est pourrie et que toi t'es toujours positif, t'es toujours bien, tout ça. Et ça creuse encore ce fossé. Ouais, j'aime pas du tout. En fait, moi je suis juste un gars passionné et j'ai essayé de faire et je continue de faire ce que j'ai pas eu, ce que j'aurais voulu avoir. Et quand je trouve pas ce que je veux, et ben je le crée. Tu vois, comme le secret du kayak. Là, dans cet épisode, j'ai expliqué, je crée le podcast. Je suis pas du milieu du kayak parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse à mes questions. Ouais. Et donc, je vais chercher les réponses, tout simplement. Donc, c'est juste ça. Qu'est-ce que ça veut dire entrepreneur pour toi? Ce mot que tout le monde utilise, est-ce que tu trouves que maintenant, il y a une définition de l'entrepreneur? Est-ce que c'est un mot un peu galvaudé? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'aime pas trop... Moi, je dirais plutôt... Le but pour moi, en tout cas, c'est plus d'être un leader dans sa vie. Tu vois, c'est plutôt de prendre ses responsabilités dans la mesure du possible et de pouvoir compter sur soi, d'avoir confiance en ses capacités, de savoir que si ça va mal, tu vas pouvoir compter sur toi, tu vas pouvoir apprendre, tu vas pouvoir te remettre en question. C'est plus être leader de sa vie. Entrepreneur, ouais, pour moi, comme tu dis, c'est galvaudé, ça veut rien dire. Il y a des gens, des fois... Statut. Ouais, c'est un statut sur Instagram. On rigole, entrepreneur, c'est un statut sur Instagram, c'est ça. C'est formateur. T'es formateur sur Instagram, t'es formateur rien du tout. T'es entrepreneur, t'es écrivain. T'es écrivain, t'as écrit quoi? Ah, t'as écrit 2 articles, ok, t'es écrivain. T'es auteur, bon bref, ça va dans tous les sens. Moi, je suis plus dans cette thématique, et c'est ce que j'essaie de faire avec Leadercast, et donc avec mon livre The Leader Project, c'est pousser à cette remise en question pour être un leader de sa vie, choisir sa vie, pas la subir, parce qu'on essaye par tous les moyens. Et des fois, tu peux être salarié, et c'est super, en fait. Tout le monde n'est pas fait pour avoir cette pression d'entrepreneur, à savoir que quand tu es à ton compte, en fait, tu t'en rends pas compte. Vous, ensuite, je sais pas, mais nous, en France, tu payes avant d'avoir gagné quoi que ce soit. Et tu vois tout de suite, je sais pas comment c'est, mais moi, je me souviens à l'époque, tu vas à Chambre des commerces et métiers pour t'inscrire en tant que micro-entreprise. Tu vois le barème de l'URSSAF. Première année, tu vois 9 000 €. Deuxième année, 15 000 €. Tu dis, mais attendez, j'ai rien gagné. Bah, donc, tu sais qu'ils vont te demander 9 000 € la première année. C'est un forfait. Alors, tu peux faire des lettres, tout ça pour payer moins, mais en gros, il va falloir que tu gagnes. Et puis, dès que tu ouvres l'entreprise, tu payes. En fait, tu n'arrêtes pas de payer et tu n'as rien gagné. Et c'est sans arrêt. Tu vois, j'en connais plein des coachs, justement, qui viennent de se lancer, ou ça fait quelques années même, ils sont au début. Et chaque mois, ils disent, est-ce que ça va aller? Tu vois, il y a une pression aussi de création de contenu, de trouver de nouveaux élèves, de se réinventer parce que les règles changent sans arrêt, les algorithmes changent. Avant, c'était les photos sur Instagram. Ensuite, il y avait les stories. Maintenant, c'est les réels. Les réels, ils sont de plus en plus qualitatifs. Tu vois, j'ai écouté un podcast la fois pareil, un gars, il disait sur YouTube, les gars ou les filles qui sont très connus font de plus en plus de burn-out parce qu'en fait, c'est une escalade en fait. Ils sont là toujours plus, meilleure qualité, meilleur contenu, sujets encore plus originaux. C'est toujours plus. Et en fait, il n'y a pas de fin. Et donc, ça, c'est un truc dangereux. Et on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas entrepreneur. Et pareil, quand tu es entrepreneur, c'est pas comme quand tu es salarié, tu vois des gens partout, tout le temps. Ouais. La vérité, c'est que moi, la plupart du temps, je suis tout seul chez moi, derrière mon ordinateur, encore une fois, avec ma capuche, mon casque. Je mets ma musique, non mais c'est ça. Ouais. Et en fait, pour ça, je disais tout à l'heure, le réseau, c'est important. Voilà, d'avoir des potes qui vivent la même chose, que d'aller dans des coworking, ou de côtoyer, voilà, des gens. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, trouver des gens qui sont déjà en place et discuter avec eux. Mais sinon, c'est pas pour tout le monde. Et c'est une vie bien particulière. Moi, aujourd'hui, ça va, je la vis bien parce que ça fait bien longtemps que tout tourne, entre guillemets, et que je suis à l'abri, on va dire. Mais, et au début, j'ai commencé chez mes parents, donc c'était facile aussi. Mais c'est sûr que c'est un stress. Et c'est pour ça que je suis plus sur cet aspect leadership, qui je pense est accessible à beaucoup plus de personnes que entrepreneur, où, fonction de l'éducation, ça peut être compliqué d'avoir toutes ces responsabilités. C'est bien de transposer là-dessus et je vais pas dire casser un mythe, mais tu as l'impression que c'est une désillusion parfois pour ceux qui se lancent et qui se rendent compte après, mais en fait, entrepreneur, je suis pas fait pour. Et il y a un énorme sentiment d'échec. Parce que être entrepreneur aujourd'hui, c'est le truc genre, waouh, trop bien, je suis entrepreneur, parce que sur Instagram, ça fait bien, et sur LinkedIn aussi. Pour moi, entrepreneur, quand j'étais gamin, c'était les gars du bâtiment. Donc c'est pour ça que pour moi, entrepreneur, c'était le gars qui était dans le bâtiment. C'était le maçon, tout ça, il construisait des maisons, tout ça, il était entrepreneur. Mais c'est pour ça, entreprendre, pour moi, c'est juste ne pas attendre que les choses se produisent, mais faire qu'elles se produisent, tu vois, c'est être dans l'action. C'est plus un état d'esprit, un mindset. Indépendamment de si tu vas être salarié, si tu vas avoir une micro-entreprise, une grosse entreprise, si tu vas avoir des salariés ou pas aussi. Ouais, moi je suis contre le salariat, moi je prends jamais de salarié par exemple. Okay. Je suis contre les congés payés. Okay. Parce que moi je travaille tout le temps, donc tous les jours, et donc je me vois pas payer quelqu'un qui est en vacances.
Ok, je note. Et du coup, mais c'est bien que tu reparles de salarié parce que j'allais te demander du coup ta salle. T'as quelqu'un qui la tient, il est salarié? Pas du tout. Ok. Il est associé minoritaire dans la boîte. Ok. Donc voilà, Arnaud il est associé minoritaire. Et parce que en fait, il a très vite compris comme moi j'étais. Comme moi je prends pas de congé, je prends pas de vacances, je suis tout le temps là. Je crée entre guillemets, je fais plein de choses pour pouvoir aussi le payer parce que la plupart des choses qu'il fait, en fait, ça m'allège du temps. Ouais. Tu vois. Mais ça te rapporte pas d'argent. Voilà, ça me rapporte pas d'argent. Donc non, moi je suis vraiment contre le salariat. Même Loïc qui est sur la boutique, il a sa boîte. Ouais. Donc pareil, il va tout gérer. On répartit équitablement. Pierre, il a sa boîte. Tout le monde a sa boîte parce que pour moi, c'est l'histoire de congé payé m'a toujours un peu irrité parce qu'en fait, j'ai jamais eu le droit. J'ai toujours été à mon compte, on va dire, donc entrepreneur. Et quand je travaille pas, il y a rien qui rentre. Ouais. Et je me voyais pas. J'ai déjà fait à mes débuts, genre peut-être 2010-2011. Je partais en vacances et donc pendant 2 semaines, je disais à mes élèves, voilà, pas de programme pendant 2 semaines, vous vous débrouillez. Mais ça, tu sais, moralement, il y a un truc qui me dérangeait parce que je me disais, il va pas progresser de la bonne façon, il va peut-être pas savoir faire. Okay. Et donc ça m'ennuyait quoi. Et donc depuis 2011, je pense, j'ai pas pris une semaine sans faire le programme à mes élèves parce que c'est pas, voilà, moi j'aurais pas voulu avoir un coach et que le mec se barre en vacances quoi. Et j'en vois dans d'autres sports, c'est ça qui est assez incroyable. Donc j'ai un copain qui fait du paddle et donc il a testé pas mal de coachs, donc là il en a un qui est super. Donc je peux le recommander, c'est Michael Fargier, que je connais bien, qui est mon copain aussi. Et il en a testé plusieurs avant. Et en fait les gars, au lieu d'envoyer le programme le lundi, donc par exemple son jour de retour c'était le lundi, donc ils envoyaient le lundi. Et ben en fait, ils envoyaient genre le jeudi, et puis au lieu que ce soit le programme de Steph, c'était le programme de Bernard. Et il disait, mais c'est pas mon programme. Il dit, ah ouais, et puis il répondait en fait le lendemain avec le bon programme. Donc il avait 3-4 jours de retard et tout. Et pour moi, ça, c'est tout ce que j'aime pas, quoi. C'est tout ce que j'aurais pas voulu avoir, donc, pour ça que je suis pas du tout dans le salariat. Mais après, je comprends très bien quelqu'un qui a été toujours dans le salariat, c'est congé payé, tout ça, il veut des vacances. Mais moi, j'ai l'impression que ma vie s'organise aujourd'hui. On rigole, mais pour moi, c'est une vie de vacances, tu vois. Je fais ce que je veux, quand je veux, même si j'ai mon organisation pour y arriver. C'est un peu ce qu'on disait au départ. Comment tu fais la limite et la délimitation entre le pro et le perso? Au final, tout est mélangé. Bien sûr. Et je pense que c'est ça aussi la chance que j'ai, parce que j'aime bien dire la chance, c'est que tout est une extension de moi. Donc c'est facile en fait, c'est très très facile. Tout ce que j'ai construit a toujours été une extension. Alors des fois, il y a des petites galères, tu vois, des petits trucs, mais et donc je les gère très très vite. Vraiment, je suis tout de suite dessus. Mais tout est une extension de moi, donc il n'y a pas vraiment de délimitation. Tu vois, quand je lis un bouquin, bah, c'est aussi perso que pro, tu vois. Quand je vais m'entraîner, bah, c'est aussi perso que pro parce que ce que je fais à l'entraînement va conditionner moins maintenant, mais pendant un moment, c'était voilà, si je fais 180 au développé couché, bah, c'est mieux que si je fais 140 parce que les gens vont dire ah bah il est beaucoup plus fort, donc je prends le gars le plus fort, tu vois. Donc ouais, pour moi tout est relié. Tout est lié. Et tu disais dans un podcast que avoir sa salle aussi c'était pas forcément un Graal et que ça fait rêver beaucoup de jeunes. Mais du coup, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ceux qui veulent avoir leur salle? Bien sûr, c'est énorme. Donc en 2007-2008, il y avait les forums Planète Muscle et donc tu avais plein de champions qui avaient leur propre salle d'entraînement. Donc je me souviens de Patrick Orao, je crois. Il y avait, je crois que c'est Fabrice Ferrat, enfin, de nom. Ils m'excuseront s'ils écoutent. Et donc les gars, ils avaient leur salle et donc ils la vendaient. Et donc moi j'écrivais, j'étais intéressé, tu vois, j'étais jeune, tout, j'étais pourquoi pas une salle, parce que quand t'es passionné de muscu, tu dis ah ma salle ce serait le rêve, tout ça. Je pourrais les jeunes veulent avoir leur bar aussi. Voilà, je pourrais. Je veux avoir mon bar, je veux avoir mon resto. Tu dis je pourrais m'entraîner toute la journée, c'est génial quoi. Ouais. Et donc je demandais aux gars les bilans, tout ça. Donc, moi j'ai toujours aimé compter, et je voyais les bilans, je disais mais vous gagnez pas d'argent. Si t'inquiète, on prend tant au black chaque mois. Mais je dis ouais mais là ta salle elle vaut 0. Je dis tu prends même pas le SMIC. Je dis en fait ça vaut 0. Et donc les gars les vendaient 100 000, 150 000 euros, voilà. Ils disaient bon, en fait c'était un gouffre quoi. Et les gars en fait ils en pouvaient plus. Donc je discutais avec eux, ils en pouvaient plus parce qu'en fait toute la journée ils étaient dans leur salle. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens finalement. Donc c'était l'époque des petites salles, il n'y avait pas encore les chaînes. Mais voilà, en fait ils pouvaient pas embaucher de gens, de personnes. Et c'est toute la journée dedans. Et à la fin les mecs pour s'entraîner, bah pareil c'était compliqué quoi. Tu vois là il y a une petite salle où je vais quand je vais au Gros du Roi, il s'appelle Roman. Et pareil il est un peu toute la journée dans la salle. À coacher, et puis il s'entraîne quand il n'y a plus personne. Ouais. T'es tout le temps enfermé, donc pourquoi pas, des fois t'es motivé, tu vas le faire quelques années, mais tu tiendras pas. Moi, l'histoire de la salle, elle n'est pas compliquée. Je suis arrivé à Annecy, j'étais en région parisienne avant. Il y avait 3-4 salles. Personne voulait faire de la muscu. Voilà, en fait, t'étais roulé. Donc moi, j'allais dans une salle, j'ai pris celle où on pouvait faire le plus de muscu.
le gars qui était commercial, je lui ai dit voilà, vous allez acheter des poids parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il devait y avoir 300-400 kilos de poids. Il me dit oui, bien sûr, on en a un temps, tout ça. En fait, on n'a rien reçu du tout. Et donc moi, j'ai commencé à faire de la muscu. Et comme c'était 2012, pareil, il n'y avait pas grand monde sur le net. Bah, dès qu'un gars faisait de la muscu, il me connaissait. Ouais. Il voyait le t-shirt avec le logo SP. Il me voyait. Donc, et progressivement, bah, la salle, en fait, s'est transformée en salle de muscu avec tous les gars le midi qui venaient pour faire la muscu, qui progressaient, qui me demandaient conseils, qui achetaient des t-shirts, tout ça. Tu faisais déjà du coaching sauvage avant que ça existe. Mais je faisais pas payer, c'était gratuit. C'est gratuit, en fait, la plupart de mes conseils, comme je disais, la plupart des trucs que je fais, c'est gratos. Et donc, bah, les gars, tu vois, ils achetaient un t-shirt, mais ça coûtait 20 balles. J'ai gagné 2 euros par t-shirt, on s'en foutait de ça. Et donc, j'ai voir la patronne de la salle plusieurs fois. Je dis, on ferait pas des trucs ensemble parce que tu vois, les gars s'entraînent, tout ça. On peut organiser des petits tournois entre nous avant ce que j'ai fait les Super Physique Games. Et en fait, elle voulait pas. Les coachs étaient pas contents parce que au lieu qu'elle était en place, au lieu de se rallier au truc et puis de se dire, bah tiens, comment tu fais, tu vas te poser des questions. Ils étaient un peu dans le truc. Tu nous mangeais dans leur gamme. Bah ouais. Alors que pas du tout. Moi, c'était gratuit. Il y avait personne qui payait dans la salle. Et donc ça les gênait quoi. Et en fait ils les payaient pas eux. Bah ouais, ils payaient pas toi, mais du coup ils allaient pas les voir pour être coachés tout ça. Et en même temps, d'un point de vue muscu, bah ils étaient beaucoup moins crédibles. Ils étaient plus orientés cardio. Donc voilà. Et bon, les gars, pareil, tu vois, bah, j'ai une anecdote. Moi, j'ai été dans la toute première salle CrossFit en France. Okay. Ça s'appelait CrossFit Villeparisis, qui a pris le nom de CrossFit France assez rapidement. Et j'ai été chez eux quand c'est arrivé en France. Donc ça doit être 2010 ou 2011. Et j'ai été, c'était à côté de chez moi. Et je vais à la salle, et je fais une séance. Bon, bah, je suis nul forcément. Et je dis, bah, j'aimerais bien m'inscrire. J'aimerais venir 2 fois par semaine, en plus de la muscu, tu vois, ça me plaisait bien. Et ils m'ont dit, ah, non, surtout pas, parce que les gens, ils vont vouloir te ressembler, et après, ils vont vouloir faire de la muscu. Et donc, bon, voilà, tu vois. Donc, j'ai pas pu m'inscrire, donc, Tu t'es fait virer d'un CrossFit, du coup. Ouais, bah, leur salle a pas tenu bien longtemps, hein. Elle a pas tenu bien longtemps. Ça, c'est karma. Voilà. Non, bah, de toute façon, ils étaient pas très commercial. Et ils étaient pas très sympas, tu vois. Ils m'ont refusé alors qu'il avait un adhérent. Ouais, donc, ça n'avait pas de sens. En plus, ça aurait été une bonne pub, tu vois. Bon. Je suis passé à côté des CrossFit Games, donc. Ah, et T'as raté une carrière. Ouais, j'ai raté une carrière. Et donc, ouais, sur cette salle-là, donc, j'ai pas pu m'entraîner. Avec la patronne, ça allait pas. Avec les coachs, ça n'allait pas. Et donc, à un moment, j'ai dit, bon, bah, je vais faire ma salle. Ouais. Vu qu'ils veulent rien faire. J'avais même proposé d'amener des poids que j'avais chez mes parents. Vu que je m'entraînais chez mes parents pendant un moment. J'avais plein de poids olympiques. Et ils voulaient pas. Donc, moi, si je faisais de la presse à cuisse, plus personne pouvait s'entraîner dans cette salle. Donc, ça avait pas de sens. Et donc, bah, j'ai ouvert ma salle à ce moment-là. Entre guillemets, pour moi, pour mes potes, ceux qui s'entraînaient le midi, tout ça. Et donc, ça a commencé comme ça. Et comme il n'y a pas d'autres salles de muscu à l'époque, il n'y a pas de Basic Fit, de Fitness Park, de On Air, de Keep Cool, tout ça. Et bah, beaucoup de gens sont venus. Mais c'était pas du tout mathématique. Et justement, dès le début, j'ai vite compris que moi, je voulais pas être enfermé dans la salle. Donc, ce serait réservé que à mes potes. Okay. Ou aux gens que je coachais, ou à des gens qui sont de passage, ils viennent quand je suis là. Et pas du tout dans une optique commerciale. Pour ne pas avoir toutes les complications d'une salle ouverte au public. De devoir justement avoir quelqu'un qui est tout le temps là, qui est... C'est quoi les plus grosses complications à ton avis quand on a sa salle? Franchement, pour moi c'est une galère parce que tu es toujours bloqué sur place. Tu vois, il faut toujours que tu sois là. Donc et après si tu le fais de manière commerciale, on revient sur l'entrepreneur, faut que ça rapporte des sous, donc faut toujours que tu trouves de nouveau. Aujourd'hui les salles en France en tout cas, c'est un business énorme. Hein. Sans arrêt, ça ouvre, des grosses chaînes qui cassent les prix, qui sont à 20 balles. Ouais. Donc en fait, tu te retrouves dans la peau encore une fois d'un entrepreneur avec ta petite salle où pourquoi les gens vont venir? Ils vont venir parce que c'est sympa, tu mets l'ambiance, tu crées une communauté, on en revient à ce truc-là. Tu crées un truc global et donc en fait, bah moi j'avais déjà Internet qui marchait bien, donc coaching à distance, Super Physique marchait bien, on n'avait pas encore les compléments, donc tout allait bien pour moi et je me voyais pas m'enfermer entre guillemets dans une salle. Donc c'est plus ça, c'est plus ces contraintes horaires, alors que justement j'avais tout fait pour être dans cette mouvance un peu du nomade digital, mais en étant toujours au même endroit, tu vois. Et tu le fais maintenant au final que pour le plaisir? Ah oui, la salle, souvent j'en ai qui viennent me dire, ouais, la salle, comment ça fonctionne, comment ça rapporte ça? Je dis, ça rapporte rien, il y a pratiquement rien. Et je dis, en fait, c'est à moi. Et je dis, tu viens que si je t'aime bien. Si je t'aime pas, bah, tu viens pas. Je dis, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de t'acheter comme ami, du coup, pour venir dans ta salle? Non, c'est que mes potes, pratiquement. Des fois, donc c'est soit mes potes, soit c'est des potes de potes. Tu vois, c'est une sorte de parrainage et tu viens, et voilà, c'est cool. Moi, je veux surtout éviter aussi l'ambiance des salles actuelles que je peux voir quand j'y vais. Tout le monde a son casque, ou c'est du matu vu, tout le monde est à moitié à poil, tout le monde se prend en photo, en vidéo. Pour moi, c'est malsain et ça n'a jamais été la musculation que moi j'ai faite. Ouais. Ça n'a jamais été ça. Et donc nous, c'est une ambiance très familiale, justement, un peu communautaire. Tout le monde se connaît, on fait des repas ensemble. Il y a des petits groupes, mais tu vois, il y a ceux du midi, ceux du soir, mais tout le monde se connaît.
c'est hyper sympa, quoi. On arrive, chacun met sa musique, je prends arrive, met sa musique, on rigole, quoi, tu vois. C'est vraiment, c'est un club, tu vois. J'aime bien cette histoire de club. Les associations que moi j'ai connues, où, voilà, un club aujourd'hui, les salles de sport, Basic Fit, tout ça, c'est pas des clubs. C'est des salles commerciales. Et moi, je tiens vraiment à cet esprit club, comme j'avais fait après avec le club Superphysique sur Internet, que j'avais créé pour ceux qui étaient justement dans des salles un peu commerciales. Mais voilà, c'est plus, pas de l'amusement, mais c'est ma salle. Donc en fait, je fais ce que j'ai envie quand j'ai envie. Je reviens sur cette petite blague qui était en fait une private joke sur est-ce que les gens t'achètent comme ami. Pour ceux qui nous écoutent, c'est un extrait d'un petit mot de Nevers. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, bien sûr. Et ce sera intéressant pour les coachs. Ouais. Parce que je vais te dire d'où ça vient. En fait, quand j'ai commencé à coacher, donc en 2006, donc moi j'étais très proche des personnes qui faisaient appel à mes services. Tu vois, je les considérais presque comme des amis, vraiment. Tu vois, et des fois, donc ils arrêtaient le coaching, tu vois, au bout de quelques mois. Et donc, tu vois, je sentais un vide, tu vois, comme si t'as plus ton ami. Tu vois, parce qu'ils t'écrivaient chaque semaine, ou des fois un peu tous les jours pour des questions, tout ça. Et tu vois, j'étais moralement, ça faisait pas du bien, quoi. Je me disais, ah merde et tout, c'est pas mon ami, tout ça. Et après, j'ai fait du coaching en salle, un petit peu en même temps. Au début, j'avais Internet et j'ai fait un peu en salle. J'avais trouvé une salle à qui je donnais un pourcentage. Je donnais 20%, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Et donc, pareil, il y a des gens qui venaient, tout ça. Et puis il y a ce truc-là aussi, tu vois les gens presque tous les jours, ou tu vois tous les 2 jours. Donc quand ils s'entraînent, et puis tu sympathises et tout. Et puis à un moment, ils arrêtent. Je me disais, il y a un gars qui m'avait pris pour un mois, il s'était bien transformé, tout ça. Puis je me disais, bon, on va continuer tout ça. Et non, le mec, il arrête. T'as plus de nouvelles, et t'es là, et donc t'envoies des messages, tout ça, mais en fait, c'est pas ton ami. Donc tu vois, j'avais un peu cette déception-là. Et ça m'a un peu vacciné justement là-dessus, de pas tomber dans le piège de tout le monde est ton ami. C'est pas parce qu'on fait appel à tes services que t'es l'ami. Et c'est pour ça qu'à Nevers, je rigolais. Je disais, il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a Vincent, donc que je connais bien, qui racontait l'histoire en plus d'une de ses clientes qu'il a, et qui lui dit qu'elle veut maigrir, tout ça, et en fait, il lui envoie des SMS qui n'ont rien à voir, quoi. Et je lui dis, mais en fait, elle t'achète comme amie. Et c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent se sentir seuls, et ou que tu vois, moi j'ai beaucoup de personnes qui s'entraînent chez elles en muscu. Donc certes, il y a les forums Superphysique, qui sont quand même les derniers forums de muscu qui existent, mais avant, il y en avait plein, hein. Mais voilà, il n'y a plus que ça. Et ben en fait, t'entraînes chez toi, t'es tout seul, t'as envie de partager ton truc aussi. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de personnes, je pense, qui continuent, que j'ai des fois depuis 10 ans. Ils ont pas besoin de moi, ils savent quoi faire, tu vois, ils connaissent ce truc. Mais en fait, c'est histoire, on garde le contact, on échange. Alors je dis pas, il y en a avec qui je sympathise, forcément, ça fait 10 ans, c'est mon pote, s'il vient dans le coin, on va aller boire un coup, on va aller manger, on va aller s'entraîner, on va faire des trucs. Mais il y a ce truc-là il y a beaucoup de gens, je pense que ils essayent d'acheter un ami. Alors après, ça peut être, tout à l'heure on parlait du réseau, ça peut être une bonne technique pour rentrer en relation avec quelqu'un. Tu vois, si tu sais pas comment rentrer dans le truc, et hop, tu peux être très proche de la personne. Mais ouais, il y a ce truc-là, des fois, les gens sont pas là. Et il y en a qui mélangent aussi, qui disent, on discute, on rigole, parce que moi je mets plein de blagues, comme je disais dans les programmes, je discute, je pose plein de questions. Je suis intéressé par l'expérience des gens, sur plein de domaines. Donc je pose des questions, et des fois, ils peuvent penser qu'on est amis quand on se voit, mais il y a quand même une petite distance. On n'est pas vraiment amis, parce que amis, c'est partager des choses dans la vraie vie pour moi. Moi, je distingue beaucoup le réel et le virtuel, et c'est des choses dans la vraie vie. Or, on a partagé que des choses virtuellement. Pour moi, le virtuel, c'est pas la vraie vie. Comment on trouve sa juste distance, justement, en tant que coach ou en tant que formateur? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi au début? Au début, je te dis, ouais, j'étais un peu déçu. Après, je sais pas, un ami, ma définition, ça va être quelqu'un, voilà, avec qui tu as partagé des vraies expériences dans la vraie vie, sur qui tu peux compter. Ouais, tu partages des choses ensemble, vraiment des activités. Il y a pas de rapport, ouais, ou de force, tu vois. Tu vois, les élèves EPGEPS, moi, je suis super sympa, on rigole, tout ça, ils ont tous leurs petits surnoms. Mais, je suis là pour leur apprendre quelque chose, tu vois. Donc, il y a une hiérarchie, tu vois, qui fait que on peut pas être amis. Parce que si je suis trop ami avec eux, après, je vais vouloir les aider vraiment un peu trop pour avoir le diplôme. Je vais faire les choses à leur place et ça n'a pas de sens. Un ami, tu vois, tout de suite, tu dis, ah, tiens, tu galères là-dessus, attends, je vais t'aider, on va le faire ensemble, voilà. Là, il y a des limites. Tu vois, ce sera un ami. Des fois, il y a des élèves en BPGEPS qui m'écrivent en dehors des cours. Ce sera un ami, je réponds tout de suite. C'est un élève, je prends la question et je dis, tiens, tu m'as écrit ça, on est tel jour, c'est le jour du cours, on en reparle, il n'y a pas de souci, mais je vais imposer des limites en termes de temps. Pareil, tu vois, mes élèves à distance, pour chaque élève, ils ont un jour de résumé. Donc, par exemple, ça va être, pas le mercredi, on est jeudi. Jeudi, c'est le résumé de José, par exemple, voilà, José, que j'ai depuis 10 ans. José, il a quelques libertés, mais si j'étais strict, c'est José, il doit envoyer son résumé le jeudi.
S'il envoie le vendredi, il n'a pas de programme de la semaine. Et je leur ai expliqué, je dis, bah José, ça c'est comme un rendez-vous chez le médecin. Ça, il y a d'autres élèves. Donc voilà. Si j'étais ami, peu importe quand tu l'envoies, et finalement, José, peu importe quand il l'envoie, parce que ça fait 10 ans. Donc voilà. Et bah, je fais pas. Donc tu vois, il y a des limites, il y a un cadre qui est mis. Ami, je mets pas de cadre. C'est nos limites. Alors que sinon, bah, il y a un cadre. C'est quoi tes projets aujourd'hui? Et bah, c'est quoi tes questions? Quelles réponses tu cherches? là, je suis sur l'ISO inertiel, donc je suis sur l'ISO inertiel. Tu vas nous perdre. Ouais, bah, donc j'attends une poulie ISO inertielle que j'ai acheté avec un logiciel tout ça pour voir comment en pratique ça peut aider entre guillemets la préparation physique, puisque ça se rapproche beaucoup plus du geste sportif. Mais bon, bref, là c'est un gros sujet. Il y a mes objectifs, on va dire, personnels en termes de kayak. Donc, j'ai des chronos que je veux faire sur telle distance, mais c'est plus pour moi. Là, je lance, entre guillemets, la suite des secrets du kayak, donc qui va être sur le même feed. Ça va s'appeler les secrets du sport. Ok. Donc, parce que j'ai interviewé presque 100 personnes sur le kayak, je vais continuer à interviewer, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir du monde, c'est pas un milieu énorme. Et donc là, je vais interviewer des sportifs ou des entraîneurs, et justement leur poser des questions sur comment ils s'entraînent. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Encore une fois, je trouve pas ce que je veux, c'est que moi, j'aime bien savoir comment les gens s'entraînent. Et souvent, les podcasts de sport, j'ai plein de potes donc qui font des podcasts de sport qui marchent plus ou moins bien, hein, mais vraiment dans les numéros 1. En fait, ils posent des questions, c'est toujours les mêmes. Ils essayent de faire copain-copain, tu vois. Du style, ah bah tiens, comment t'as commencé? Ok, bah c'est bien. Et puis ils vont parler de leur sponsor, ils vont tout sauf parler de l'entraînement au jour le jour. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement comment tu t'entraînes, à quelle heure, quel est ton volume, ok, comment ça se planifie, comment tu manges, qu'est-ce que tu fais à côté pour performer. Mais concrètement, je veux savoir ce qui se passe, et donc je vais orienter ce podcast là-dessus. Ouais. L'histoire est toujours plus belle après coup, hein, quand tu... Bien sûr, ben moi aussi quand je la raconte après coup, je me dis putain, elle est super mon histoire, mais bon, sur le coup, je me disais pas... Et c'est pour ça, on en revient à ce qu'on disait sur partager le contenu de sa vie perso. Bah c'est aussi parfois intéressant de dire, ok, bah concrètement dans l'histoire, oui, j'ai monté un site qui d'un coup est passé à je ne sais combien de milliers de vues par jour. Mais concrètement, tous les matins, ça ressemblait à quoi? Bah à moi avec mon sweat et mon casque, tout ça. Ouais, bah, je peux même te dire, le début de Superphysique, c'était filmer. Il y avait 2 idées au début du site. C'était faire une team, donc de montrer ce qui était possible de faire naturellement. Donc c'est tous mes potes que je prenais en photo, tout ça. Et c'était filmer tous les exercices en vidéo parce que personne ne l'avait jamais fait. Et donc j'ai passé tout le mois de juillet et d'août à filmer les exercices, à faire les montages avec Windows Movie Maker à l'époque. Wow. Donc tu vois, bah, à l'époque il y avait rien, tu vois. Il y avait que dalle. Et ensuite à mettre tout sur YouTube, donc avec les descriptions pour chaque exercice, faire les fiches de chaque exercice sur le site. Et ensuite donc le 15 septembre, donc ça devait sortir le 15 septembre, le 14 septembre à 20h, commencer à mettre les vidéos en public au lieu de les mettre en privé. Et donc en fait c'était que ça, et en fait je faisais ça toute la journée. Et donc j'ai dû me déplacer parce que je voulais que les vidéos soient faites par les gars de la team. Donc je me déplaçais un peu dans toute la France pour aller voir les gars, pour les filmer, tout ça. Ça ressemblait à ça en fait. Mais après j'ai oublié de t'en parler. Mais voilà. On parlait de tes projets et ton podcast Secret du Sport. Ouais, bah Secret du Sport, l'ISO inertiel, mes objectifs en kayak. Là je suis en train d'aménager un van aussi. Okay. Donc j'ai acheté un camion et je suis en train de l'aménager. Ce matin justement j'ai reçu le kit tout frais pour mettre. Voilà. Ouais, sinon ça ressemble à ça. Après j'ai toujours du mal à avoir des projets sur le long terme. Tu sais, souvent dans les podcasts on dit comment tu te vois dans 10 ans. Je sais pas, en fait je vais laisser la vie m'emmener. En fait comme tout est une extension de moi, dès qu'il y a un truc qui me plaît je vais y aller. Ouais. Et tu vois, j'ai une pancarte derrière qui dit suivez vos rêves et ils connaissent le chemin. C'est un peu ça, tu vois. Je suis le truc. Et je me dis, c'est ce que je disais sur Patreon justement, comme tu t'es pas encore abonné, je peux te spoiler le dernier podcast que j'ai fait pour parler des patriotes. Et ça fait le 4e point de contact. 3, j'achète. J'achète, ouais, ça coûte $5 par mois, donc c'est pas grand chose, 5 euros. Mais et donc je disais, voilà, j'ai vu un copain qui est largement rentier s'il voulait, et il continue parce qu'il sait pas quoi faire, tu vois. Il est là, il dit qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je dis fais ce que t'as envie, il y a pas de questions à te poser, tout ça. Et souvent dans la vie, on est là, on se dit on fera les choses plus tard. Tu sais, on se dit je sais pas, une connerie, t'as envie d'aller en Australie, et puis tu dis j'irai en Australie l'année prochaine. Et pourquoi tu vas pas maintenant, tu vois? Finalement, si tu réfléchis, tu dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller en Australie? Et tu vas dire finalement, il faut que je prenne tant de vacances là, est-ce que je peux pas les prendre maintenant? Combien ça va me coûter? Tu fais le budget, tac, tu dis, parce que tu vois, pareil, c'est une histoire, on parle beaucoup d'argent, mais pour moi l'argent c'est s'acheter des possibilités, tu vois. C'est pas juste être riche pour être riche ou avoir du pognon pour du pognon, c'est j'achète des possibilités. Et souvent tu remets à demain ce que tu veux faire aujourd'hui, sauf que ça se trouve demain t'es mort,
Ça se trouve, demain, t'as pas de bol, non, mais tu te réveilles pas. Non, Ça mais se trouve, bien tu fais sûr. un AVC, tu fais une crise cardiaque, tu te fais renverser, tu sais pas ce qui se passe. Moi, des fois, je fais des séances, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque, hein. Je suis en train de forcer, j'ai l'impression que le cœur va exploser, tu vois. Et tu Juste sais demain, pas. c'est Covid et tu peux plus voyager, Ouais, par ouais. exemple. Exactement. Mais c'est une histoire de rentrer dans le concret. C'est-à-dire que suivez vos rêves, et on parle beaucoup de rêves, et on parle toujours beaucoup de sortir de votre zone de confort, atteignez vos rêves, etc. Mais ça, pour moi, c'est des grandes paroles Ouais, c'est, qui voilà. sont pas très concrètes. Bien sûr. Et j'aime bien ce que tu dis parce que ça veut dire, ok, ton rêve, c'est ça, mais c'est quoi les petites étapes? Bien sûr. Ma meilleure amie, elle dit toujours, un éléphant, ça se mange une petite cuillère à la fois. Donc, je sais pas si quelqu'un a envie de manger un éléphant ici, C'est mais une en bonne tout cas, citation. c'est voilà, une petite cuillère à la fois parce que chaque gros objectif va en fait se découper en petites choses, petites actions qui peut-être sont atteignables assez Maintenant, vite. bien sûr, mais bien sûr, c'est l'art des petits pas d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est exactement ça. Mais c'est pour ça que j'aime pas. Moi, je réfléchis plus presque au jour le jour. Tu vois, des fois, j'ai une idée là. Des fois, on me dit, ah, ça fait longtemps que t'as pas écrit. Ben, je dis, ouais, mais parce que j'ai pas eu l'inspiration ou le sujet sur lequel je voulais écrire. Puis des fois, je l'ai. Tu vois, je l'ai eu lundi. Et puis mardi, j'avais fini l'article. Tu vois, j'ai écrit mon article de 2-3 000 mots. Ouais. Je sais pas combien exactement. Mais voilà. Et puis des fois, je dis, bah tiens, j'aimerais bien interviewer un tel. Donc je lui écris, je dis, tiens, est-ce qu'on peut faire un truc? Enfin, j'ai une liste. Voilà, mais j'ai pas une vision à très long terme en termes de projet. Pour ceux qui cherchent, et tu l'as probablement déjà lu, il y a un livre qui s'appelle Trouver votre Ikigai et Oui, bien sûr. dedans, une des premières pages, c'est tirer les fils de votre curiosité. Donc par exemple, tu passes un petit peu de temps à lister sur un carnet tous les trucs qui t'intéressent, que Bien sûr. tu t'y vois ou pas, et puis après tu commences à tirer un peu la pelote, voir est-ce que je pourrais aller là, est-ce que peut-être je peux juste écrire à des gens et leur proposer de boire un café, de me raconter. Bien sûr, mais et souvent les gens disent oui. Tu sais, moi des fois, il y a quelqu'un qui est là. Si je dis, tu me proposes un café, tu me dis, bah tiens, moi je suis souvent avec Belette, donc tu vois, pour le kayak. Et des fois, bah, je fais 2 séances. Là, aujourd'hui, bah, je vais en faire 2, tu vois, il fait beau. Bah, entre les 2 séances, tu vois, tu peux me proposer un café, on peut aller boire un coup, on peut aller marcher, tu peux venir, j'ai un mobil-home là-bas, j'ai un mobil-home. Enfin, non, mais franchement, il n'y a pas de... Mais souvent, on a l'impression que tout est compliqué, quoi. Tu sais, les gens osent pas. Et ouais, Trouver son Ikigai, c'était un bon livre, hein. Moi, j'avais bien aimé. Justement, ouais, c'était... Et il y a un film tu vois, que je recommande souvent, c'est The Bucket List, je sais pas, Okay. avec Jack Nicholson et Morgan Freeman, qui est pas mal, tu vois. Les deux, je spoil un peu, mais ils sont sur leur ligne mort. Il y en a un qui est riche, un qui est pauvre. Et ils disent putain, on est presque mort, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils font une liste et ils font vraiment 15 000 trucs. Et c'est un peu ça. C'est moi quand j'ai envie de faire un truc, je me dis voilà comment c'est possible de le faire. Et des fois tu peux le faire demain. Tu peux dire bah voilà je vais le faire demain. Ou si tu peux pas le faire demain, bah voilà quelles sont les petites étapes. Après, ouais, souvent les gens voient tellement grand que ils se disent c'est inatteignable, ouais, c'est impossible. Moi, je trouve que c'est des beaux mots pour terminer ce podcast, Rudy. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, communiquer quelque chose à notre audience? Non, bah, comme d'habitude, s'il y en a qui ont des questions, besoin de précision ou autre, bah, je pense qu'on pourra en reparler le 4 juin à Entre Coach, à Lausanne. C'est beau. Merci Rudy. On t'attendra avec plaisir à Entre Coach le 4 juin à Lausanne. Et tous ceux qui nous écoutent, du coup, on vous attend aussi. Merci beaucoup Rudy pour l'accueil. À bientôt.